à la demande du précédent directeur scientifique, professeur Daniel Cantaloub, qui est venu me chercher parce que il avait besoin d'avoir des avis d'experts, entre guillemets, bien évidemment, pour travailler à la ligne éditoriale. À l'époque, le traité regroupait à la fois la chirurgie maxillofaciale et à la fois la dentisterie. Maintenant, les deux traités se sont individualisés. Mais à l'époque, ça regroupait tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à collaborer à l'EMC. Donc ça fait maintenant pas mal de temps que je collabore à l'EMC. Il y a deux abords. Le premier abord, c'est par rapport à l'évolution des données scientifiques, à l'évolution des connaissances médicales. Il n'y a que des choses qui sont acquises à un certain moment, mais qui sont remises en question en permanence. Donc, on suit l'actualité d'une façon très particulière sur l'évolution des connaissances scientifiques. Et puis, il y a aussi les sujets qui ont déjà été traités et que l'on revoit régulièrement. Donc ça, c'est un travail qui est imposé, auquel on tient énormément parce que ça permet de réactualiser très régulièrement si les articles qui sont dans la table des matières sont toujours d'actualité ou pas. Donc il y a à la fois le nouveau et le renouveau. On est vraiment à la pointe et par exemple, maintenant l'implantologie est un domaine qui est très en pointe en ce moment de notre discipline. C'est rentré un peu dans la pratique quotidienne pour les cas les plus simples, hein, bien entendu. Mais il y a aussi, par exemple, des sujets de santé publique, c'est-à-dire que on prend maintenant de plus en charge les malades qui sont atteints par les maladies rares, des malades qui présentent des anomalies génétiques qui ont des conséquences très lourdes au niveau des dents. Donc, c'est quelque chose dont on s'occupe de plus en plus. Donc, on va chercher des sujets sur ces thématiques. Et puis, par exemple, très récemment, on a créé tout un chapitre prévention parce que la médecine préventive est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. On évolue, il y a aussi bien évidemment tout ce qui est en rapport avec le numérique, à la fois dans la conception des prothèses, la conception des traitements et en même temps dans la fabrication d'un certain nombre de dispositifs médicaux. Très concrètement, on trouve des matières fondamentales comme la génétique, qui aborde par exemple les cellules souches, toutes ces thérapeutiques qui sont particulièrement novatrices. On suit l'actualité, c'est d'une part d'actualité et d'autre part, ça sera un peu la médecine et la dentisterie de demain, mais peut-être dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais on travaille déjà là-dessus. On trouve de la prévention, on trouve la pathologie, la physiopathologie, on trouve de la pharmacologie, on trouve beaucoup de thérapeutiques. Donc, la thérapeutique, c'est quelque chose qui est extrêmement concret, hein. Ce sont toutes les thérapeutiques que l'on peut faire pour réaliser des couronnes, pour traiter des caries. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a mis en place une deuxième ligne éditoriale, en fait, parce qu'il y a ces articles qui sont des articles de fond, qui ont la vocation d'une encyclopédie, c'est-à-dire d'aller au fond des choses. Mais on a voulu avoir quelque chose de beaucoup plus pratique pour les praticiens, pour les lecteurs. Et il y a une rubrique qui s'appelle Conduite à tenir, qui est une rubrique qui est extrêmement concrète, qui est un contenu qui est beaucoup plus court que le contenu classique des articles de l'EMC, mais qui donne des éléments de pratique et on est en train de développer cette ligne-là. On peut trouver aussi de la santé publique et on trouve aussi en particulier, et on a fait un effort là-dessus, tout ce qui concerne l'implantologie. Alors c'est un travail qui est gigantesque parce que le contenu de la table des matières est quand même très important, mais on s'attache et c'est Béatrice Castro qui fait ce travail merveilleusement bien, c'est-à-dire qu'on regarde de quand datent les articles et puis quand on voit que les articles sont un petit peu anciens, on les donne à relire aux membres du comité scientifique. Il y a des experts en chirurgie, il y a des experts en parodontologie, il y a des experts en biomatériaux, en prothèses. Ils voient si le contenu est toujours d'actualité ou pas. Quelquefois, il y a des articles qu'on archive parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans la table des matières. Donc c'est vraiment au top de l'actualité. L'avantage, c'est que le lecteur est quasiment certain d'avoir un contenu d'une part académique, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui ont été vraiment fouillés complètement, ce sont des articles qui sont rédigés par des experts et qui sont en plus relus par des experts. C'est vraiment la garantie d'avoir un contenu qui est vraiment extrêmement sérieux, avec un niveau de preuve qui est quand même assez élevé.
Et puis la deuxième chose, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette ligne éditoriale qui est beaucoup plus pratique et qui permet d'avoir des réponses à des questions qui sont très pratiques. Le MC au quotidien peut être utilisé selon son versant académique, encyclopédique. La plupart du temps, ce sont les internes, parce que dans notre discipline, il y a un internat, et c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement, de telle façon à pouvoir trouver du contenu qui est suffisamment robuste. Et c'est utilisé également par les chirurgiens dentistes, que ça permet de répondre à des questions très précises et très rapidement par rapport à un problème qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique. Et ça les renvoie aussi sur les articles de fond. Et donc, on a une place très importante dans la formation continue des praticiens. Ça, c'est aussi une de nos missions. C'est une des premières approches parce que l'approche est assez facile. Immédiatement, on est à peu près sûr de commencer à avoir un contenu qui est très bien cerné et qui nous donne accès à un certain nombre de références bibliographiques. Donc, ça permet d'avoir une entrée très rapide sur les sujets. Donc, préparer un cours, préparer une conférence, ou même dans la pratique quotidienne, face à un malade, on sait qu'on va avoir tel malade la semaine prochaine. C'est très, très, très pratique de pouvoir avoir à la fois un contenu pratique et à la fois d'aller travailler sur le fond du sujet. Par exemple, les malades qui prennent une certaine catégorie de médicaments qu'on appelle des biphosphonates, ça a une importance non négligeable sur notre pratique. Donc, c'est vraiment très sécurisant pour nous au quotidien. L'actualité, bien évidemment, en ce moment, l'actualité, c'est tout ce qui est numérisation. C'est un domaine qui est en pleine évolution. Ça concerne essentiellement ma discipline, qui est la réhabilitation orofaciale prothétique, mais il y a du pour et du contre. Mais par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est que ça va probablement contribuer à mettre à la portée de tous les praticiens un maximum de choses. Et bien entendu, c'est toujours au bénéfice des malades, parce qu'on est une profession quand même qui est praticien dépendant. Et le fait de cette numérisation, ça va permettre probablement ça. Et puis surtout, il y a tout ce qui est l'évolution sur le travail qui est fait sur les cellules souches, qui est extrêmement enthousiasmant parce que on peut, dans l'avenir, on pourra probablement faire repousser des dents. C'est déjà le cas. On rencontre un certain nombre de problèmes, mais on pourra faire un travail merveilleux. Et ma discipline, qui est la réhabilitation orofaciale prothétique, elle aura plus tellement de raisons d'exister parce que il y aura à la fois la prévention qui permettra de faire qu'il n'y ait plus de caries. En même temps, il y aura eu tout le travail sur la génétique qui permettra de minorer toutes ces anomalies génétiques et les conséquences particulièrement handicapantes sur les malades, et puis tout ce qui est régénération tissulaire. Mais ça, c'est dans une vingtaine d'années peut-être. Oui, c'est prévu. La première chose sur laquelle on va travailler, c'est qu'il y a plein de protocoles de décontamination d'un certain nombre d'instruments, voire d'un certain nombre d'étapes prothétiques, par exemple comme les empreintes, où il y a des recommandations qui avaient été faites depuis pas mal de temps, mais justement, on va y revenir, on va réexaminer ces articles. Puis, dans le cadre de la santé publique, probablement qu'on va aussi essayer de piocher ce sujet pour réactualiser finalement toutes les protections et toutes les précautions que l'on doit prendre. Par exemple, ça aussi, c'est très intéressant. Quand j'ai commencé à travailler, on ne mettait pas de gants, on ne mettait pas de lunettes. C'est tout juste si on mettait un masque. Donc, ça a beaucoup progressé. Maintenant, un chirurgien dentiste, on ne peut pas imaginer une seule seconde qui soigne sans gants, sans masque et sans lunettes. Avec la Covid, bien évidemment, on va probablement encore grimper un échelon supplémentaire. De toute façon, c'est toujours pareil et ce sera bien parce que ça sera au bénéfice des malades et aussi au bénéfice de la santé des praticiens.